Bonjour à tous. Savez-vous quand a eu lieu la dernière condamnation à mort en France pour des faits d'homosexualité? Savez-vous où a habité Napoléon pendant la Révolution et où il achetait son tabac? Avez-vous entendu parler de l'incroyable découverte archéologique faite en 2015 à 6 mètres sous un monoprix du boulevard Sébastopol? Mais encore, savez-vous où pourrait se trouver le corps du petit Louis XVII, fils de Louis XVI, probablement décédé à la prison du Temple en 1795? C'est donc parti pour une journée de visite. Et je la commence sur la rue de Montorgueil, une des rues les plus iconiques de Paris, pour vous parler de mes 3 premières curiosités. Et la première est particulièrement poignante, puisqu'au niveau du 67 de la rue, on y trouve une plaque qui nous rappelle l'emplacement où ont été pris en flagrant délit 2 hommes pour pratique homosexuelle. On est le 4 janvier 1750, et Julien d'Anguisy, sergent de guet, arrête 2 hommes, je cite, en posture indécente. Jean Diot, charcutier de 40 ans, et Bruno Lenoir, cordonnier de 21 ans. Et les 2 hommes sont condamnés à mort. L'exécution a lieu en place de Grève le lundi 6 juillet 1750. Donc voilà, j'arrive à l'endroit où le délit, entre guillemets, a eu lieu. Et dans le prolongement de la rue de Montorgueil, j'arrive au niveau du 10 de la rue des Petits Carreaux, où on trouve une enseigne aujourd'hui polémique, puisqu'elle est un héritage du passé colonial de la France. L'enseigne Au Planteur indique la présence d'un ancien marchand de café implanté vers l'année 1890. D'ailleurs, une enseigne de ce type a été récemment retirée dans le 5e arrondissement. Le problème, c'est qu'elle était souvent dégradée. Et vous, qu'en pensez-vous? Et voilà l'enseigne en question, toujours bien présente. Et ma 3e adresse est bien plus sympathique, la plus ancienne pâtisserie de Paris, fondée en 1730 par Nicolas Storer, pâtissier du roi Louis XV. On parle donc d'une pâtisserie qui est là depuis presque 300 ans. Et si vous aimez les escargots, cette enseigne date de l'année 1832. Est-ce que vous reconnaissez cette prestigieuse place parisienne? C'est la place Vendôme. C'est notamment à l'hôtel Ritz que Lady Diana a passé la dernière nuit de sa vie. Vous le voyez ici. Et je vous parlerai plus en détail de cette place dans ma future vidéo sur le Paris disparu. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, j'en reviens à nos moutons. On trouve au numéro 1 de cette prestigieuse place Vendôme une plaque qui nous rappelle l'ancien emplacement de l'ambassade du Texas. Et oui, car le Texas a été un État indépendant de 1836 à 1845, avant son incorporation aux États-Unis d'Amérique. Et direction maintenant la place de la Concorde voisine. Bon, je vais me diriger vers la place de la Concorde, mais je dois d'abord passer par la rue Cambon pour vous parler d'un événement historique qui résonne toujours dans l'actualité. On est en 1895 et un juif austro-hongrois de 35 ans, Theodor Herzl, est correspondant pour le journal viennois Neue Freie Presse. Le 13 janvier 1895, il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour d'honneur de l'école militaire. Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes? Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent. On déshonore un innocent. Vive la France! Il rédige alors à son adresse du 35 rue Cambon un ouvrage, L'État juif, qui se fixe comme objectif la création de l'État d'Israël. Et on trouve donc à cette adresse une plaque qui rappelle cet événement. D'ailleurs, on voit ici son portrait le jour de l'annonce officielle de la création de l'État d'Israël. J'en profite pour vous inviter à voir ma vidéo sur l'histoire de ce pays. J'arrive maintenant sur la place de la Concorde, dont le nom a constamment changé au cours de l'histoire de France. Et si je vous amène sur cette place, c'est qu'on trouve une plaque avec un ancien nom, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui de Louis XVI. Bon, c'est pas évident à voir, c'est vrai, mais il y a bien écrit place Louis XVI. Et comme vous le savez, c'est sur cette place que ce pauvre Louis XVI a été décapité. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'en l'honneur du mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette, une bousculade sur cette même place lors de l'organisation d'un feu d'artifice avait fait 132 morts? Un bien triste présage. Et autre précision, l'obélisque, contrairement à ce que pensent certaines personnes, n'a pas été volé par les Français, mais offert par le Pacha d'Égypte à la France en 1836. N'hésitez d'ailleurs pas à voir ma vidéo sur l'histoire de l'Égypte. Bon, je remonte la rue Royale et on trouve au numéro 1 de la rue une affiche de la mobilisation française de l'année 1914.
L'affiche originale ayant été oubliée longtemps après le début des hostilités, la ville de Paris a décidé de perpétuer cet oubli en la préservant sur place. Et elle est même passée inaperçue pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Et juste à côté, au numéro 3, vous trouvez le célèbre restaurant Maxim's, le lieu de rendez-vous de la haute société du Paris de la Belle Époque. Et cet immeuble avait jadis appartenu au cardinal Richelieu. D'ailleurs, c'est sur cette rue, concrètement au numéro 16, qu'a ouvert ses portes la célèbre pâtisserie parisienne La Durée en 1862, célèbre pour ses délicieux macarons. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi l'église de la Madeleine ressemble à un temple grec? En fait, sa construction débute en 1763 et elle devait être une église. Les travaux sont interrompus à la Révolution et Napoléon change les plans d'origine et décide d'en faire un temple grec à la gloire de la Grande Armée en 1806. Ensuite, on envisage d'en faire la première gare de Paris en 1837 et en 1845, elle devient finalement une église, comme c'était prévu au départ. Je m'engage désormais sur la rue Saint-Honoré, où est né Molière au numéro 96. Donc ignorez cette inscription ici en haut à gauche sur la rue du Pont-Neuf. C'est une fake news. Molière n'est pas né dans cette rue. You are fake news. Sir. On trouve par exemple au 93 de la rue Saint-Honoré la boutique de l'apothicaire d'Henri IV, dans laquelle il aurait reçu des soins après avoir été poignardé par Ravaillac le 14 mai 1610. Donc si vous ne le savez pas, les apothicaires sont un peu les précurseurs des pharmaciens. Je passe maintenant devant cette fontaine dont la construction a été ordonnée par Louis XVI pour arriver au numéro 115 où se trouve la plus vieille pharmacie toujours ouverte à Paris. C'est d'ailleurs ici que le Suédois Axel de Fersen y a acheté l'encre qu'il utilisait pour correspondre avec Marie-Antoinette. Comme vous le savez, la rumeur fait de Fersen l'amant de la reine. La relation de la reine avec le comte de Fersen, un aristocrate suédois au service de la France, provoque encore de vives controverses. Les uns voudraient avoir la preuve qu'elle a vécu un véritable roman d'amour, mais d'autres demeurent les défenseurs inconditionnels d'une souveraine incapable d'avoir manqué à ses devoirs d'épouse. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous voulez en savoir plus sur cette pharmacie. Et on trouve au 129 la maison natale de Louis Hébert, premier colon français de la Nouvelle-France. Il était né en 1575 et s'est installé en Acadie, dans l'actuel Canada, en 1606. J'en profite pour nous saluer nos cousins qui nous regardent depuis le Québec. Vous trouvez aussi au 155 la plus vieille librairie de Paris fondée en 1708. Bon, en réalité, son emplacement d'origine était au Palais Royal, mais elle a dû déménager sur la rue Saint-Honoré en 1907 à cause d'un incendie. Et juste à côté, au 157, à la Civette, le plus vieux bureau de tabac de Paris. Parmi ses clients, Voltaire, Robespierre, Lafayette, Bonaparte ou encore Winston Churchill. En fait, cette rue regorge de détails sur l'histoire de Paris et l'histoire de France, et je peux pas tous les faire. Mais je vais quand même vous en citer 3 ou 4 de plus. Mais avant de continuer sur la rue Saint-Honoré, j'arrive maintenant sur la place du Palais Royal. Vous voyez à ma droite un café. Et c'est dans ce café qu'Angelina Jolie prend un café dans le film The Tourist. Bonjour, Élise Ward. Oui, c'est moi. J'ai un colis pour vous. Et regardez au-dessus de la colonnade de la Comédie Française. On distingue encore la marque des fleurs de lys, symbole de la royauté, qui ont été effacées pendant les années révolutionnaires. D'ailleurs, saviez-vous que le très prestigieux Palais Royal avait été un haut lieu de la prostitution au XVIIIe siècle? Et oui, je sais, c'est difficile d'imaginer cette pratique à cet endroit aujourd'hui, si paisible et relativement peu fréquenté. On y voit d'ailleurs une Kirsten Dunst enfant y acheter une poupée dans le film Entretien avec un vampire. Bon, continuons notre périple sur la rue Saint-Honoré. On est en 1429 et l'une des portes de la muraille de Charles V se trouve au niveau du 161 de la rue. Et ne me confondez pas la muraille de Charles V avec celle de Philippe Auguste, s'il vous plaît. Toujours est-il qu'on est en pleine guerre de 100 ans et Paris est soumise à l'autorité des Anglo-Bourguignons. Et la ville de Paris refuse de se soumettre à Jeanne d'Arc. Vous pouvez voir ici en bleu les possessions du roi de France. Et Paris se trouve en territoire anglais. En ce moment, des milliers de Français loyalistes sont massacrés. Si nous vous ouvrions les portes, nous nous exposerions au même sort. Paris est notre capitale. Vous devez donner l'exemple. Paris doit faire allégeance à Charles. Paris ne prête serment d'allégeance qu'aux citoyens de Paris. Vous osez commander Jeanne la Pucelle? Prenez garde. La cité est bien armée. Tous les habitants de Paris, tous les soldats, tous les marchands, tous les artisans jusqu'aux tailleurs, tous se lèveront contre vous. Un combat s'engage finalement et Jeanne d'Arc est blessée le 8 septembre 1429 au niveau de la porte Saint-Honoré.
Vous y trouvez aujourd'hui un bas-relief qui rappelle cet événement historique. J'arrive au 270 et je trouve la maison d'Olympe de Gouges. Fervente révolutionnaire, c'est aussi une pionnière du féminisme puisqu'elle rédige en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je souhaite présenter à la reine une déclaration des droits de la femme. Le roi a signé celle des droits de l'homme. La reine pourrait en faire autant pour toutes les personnes de notre sexe. Mais bon, elle finit par être guillotinée pour avoir critiqué les excès de la Révolution et pour s'être associée à la faction des Girondins contre Robespierre. Citoyenne, tu n'as pas droit à la parole. Vous voulez servir de modèle au monde? Vous n'en serez que la honte et l'effroi. Depuis longtemps, nous tolérons tes sorties, citoyenne de Gouges. Tes intrusions, tes affiches, tes textes, tes idées. Des idées que nous avons partagées, citoyen Robespierre. J'arrive maintenant au niveau de l'église Saint-Roch. En 1795, la Révolution s'essouffle et une grande manifestation royaliste a lieu devant l'église. On charge alors un jeune militaire, un certain Napoléon Bonaparte, de réprimer cette manifestation. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce secteur. La rue Saint-Honoré et le palais Égalité. Parce que si les insurgés dévalent sur nous en descendant depuis Saint-Roch, Raison de plus pour agir. Quelles sont vos forces? rappelle-moi ton nom, citoyen. Général Bonaparte, actuellement sans commandement. Ah ouais, Bonaparte. Artilleur, c'est ça? Ta nomination comme chef d'état-major. Et il ordonne de tirer. Il y aura environ 300 morts parmi les insurgés sur ces marches de cette église Saint-Roch. Mais cet événement va catapulter la carrière de Napoléon Bonaparte. Et vous trouvez adossé à l'église ce petit bijou du passé. Fondé comme un salon de coiffure en 1630. Cette petite boutique devient un antiquaire en 1638. Bon, j'arrive au 398 de la rue où vivait Robespierre pendant la Terreur. Il vivait dans une modeste chambre à l'étage. Regardez d'ailleurs ce plan. La chambre en question se trouvait ici. Et voilà à quoi ressemblait la cour une fois passé le pas de la porte qui donne sur la rue. On y trouve aujourd'hui une boutique Louboutin, ce qui n'aurait probablement pas beaucoup servi à Robespierre, puisqu'il semble qu'il n'était pas très intéressé par les femmes. Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu bois pas de vin, t'as l'esprit poudré! À la vue du DTP, tu t'évanouis! Et il paraît que t'as jamais baisé une femme, alors! Je me trouve maintenant sur la très prestigieuse avenue de l'Opéra. Eh bien, figurez-vous que pendant la Première Guerre mondiale, la mairie de Reims se trouvait sur cette avenue, concrètement au numéro 19. Je quitte maintenant l'avenue de l'Opéra que je ne vous montre pas car l'Opéra est en plein ravalement, et je prends à gauche sur la rue Donou pour vous parler de l'Harry New York Bar. Eh bien, figurez-vous que ce bar a été fondé en 1911 au temps de la Prohibition aux États-Unis, par deux New-Yorkais qui voulaient continuer leur activité. C'est aussi dans ce bar qu'aurait été vendu pour la première fois du Coca-Cola en France en 1919. Bon, je prends le métro pour me rendre dans le 10e arrondissement et je descends métro Poissonnière. Et je profite de ma présence sur la rue Lafayette pour vous montrer au 120 de la rue le siège du Parti communiste français de 1921 à 1937. Et il emménagera après la Seconde Guerre mondiale au 44 de la rue Lepelletier. Mais bon, je suis pas venu ici pour vous parler du Parti communiste. J'arrive donc à la mère de famille, la plus vieille confiserie de Paris puisqu'elle existe depuis 1761. J'ai pas pu m'empêcher de rentrer et regardez-moi cette merveille. Oui, il faut dire que Pâques se rapproche. Et vous pouvez me voir ici à gauche. Je voulais vous montrer maintenant la plus petite maison de Paris. Elle mesure 1,20 m de large et est haute de 5 mètres. Et je sais pas pour vous, mais je trouve qu'ils avaient quand même beaucoup plus de goût à l'époque. J'arrive maintenant dans le 17e arrondissement et je suis descendu métro Courcelles. Et je me dirige vers le 25 rue de Chazelles, car c'est ici qu'a été construite la Statue de la Liberté, qui, comme vous le savez, a été offerte par la France aux États-Unis. Achevée en 1884, elle sera livrée aux États-Unis en 1885. Je me trouve ici, place des Vosges, en plein Marais. C'est sur cette place, concrètement au numéro 4, qu'a résidé le marquis de Favras, qui nous a laissé cette curieuse anecdote pendant la Révolution. Monsieur le marquis de Favras, vous êtes condamné à mort. Voici l'arrêt qui formalise votre condamnation à mort qui aura lieu demain. Vous avez fait, monsieur, 3 fautes d'orthographe. Et au numéro 11 de la place, on trouve le plus vieux graffiti de Paris. On peut y lire 1764, Nicolas. C'est aussi dans cette place qu'a vécu Victor Hugo, qui, comme vous le savez, a écrit Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Et on y trouve aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn. Vous vous en souvenez de DSK ? Il est à l'heure qu'il est entendu par la police aux États-Unis. Route El Khelaifi, c'est un coup de tonnerre aux États-Unis. C'est évidemment un coup de tonnerre en France pour la campagne présidentielle qui arrive. Finalement, la chanteuse France Gall y a également tourné un clip. Tu sais, je sais être une amie.
D'ailleurs, toujours dans le Marais, je quitte la place des Vosges et je m'engage dans la rue de Turenne. Concrètement, allons au numéro 67 de la rue pour observer une petite curiosité. Les crochets et les têtes de bœuf nous rappellent la présence d'une boucherie datant du Premier Empire, et probablement fermée avant la Première Guerre mondiale. Je vous mets la photo en plus grand pour que vous puissiez distinguer les têtes de bœuf. En fait, gentrification oblige, de nombreux commerces du quartier du Marais sont devenus des magasins à la mode. Vous pouvez voir ici une ancienne boulangerie. Vous voyez ici une autre boulangerie qui est devenue un magasin Nespresso. Et ici une ancienne boucherie chevaline qui vend aujourd'hui des vêtements. D'ailleurs, le petit magasin blanc que vous voyez à gauche appartenait à l'actrice américaine Scarlett Johansson, et elle y vendait du popcorn. Et comment je pourrais éviter la célèbre rue des Rosiers qui est la rue la plus emblématique de la communauté juive de Paris. Et comme dans le reste du quartier, vous voyez ici l'ancien restaurant Goldenberg, qui est aussi devenu une boutique de mode. Ce restaurant est aussi connu pour un attentat qui a fait 6 morts en 1982. Bonsoir, les images que vous découvrez en même temps que nous, c'est en direct de la rue des Rosiers où, vous le savez, ce midi, un attentat a provoqué la mort de 6 personnes et de... Apparemment, leur principale cible est le célèbre restaurant israélite Goldenberg, situé au 7 de cette rue. Et je me trouve ici rue de Montmorency et on trouve ici celle qui serait la plus vieille maison de Paris. Construite par l'alchimiste Nicolas Flamel, elle date de 1407. Elle a donc plus de 600 ans. Je remonte maintenant le boulevard Sébastopol et je m'approche d'un Monoprix. Et après ce que je vais vous raconter, vous ne verrez plus ce magasin de la même façon. On est en 2014 et la direction décide d'entreprendre des travaux dans le 2e sous-sol. Et dès les premiers jours des travaux, les ouvriers tombent sur des dizaines d'os humains. On sait qu'il y avait à cet emplacement un hôpital, l'hôpital de la Trinité, fermé en 1790 et démoli en 1812. Vous pouvez le voir ici sur ce plan. Des archéologues sont dépêchés sur place et on découvre qu'on a enterré ici à la hâte des centaines de cadavres. Et oui, à la hâte et massivement car nos archéologues sont tombés sur des fosses communes qui datent de la peste noire. Entre 1348 et 1352, l'épidémie de peste noire a causé 80 000 morts rien qu'à Paris, soit un tiers de sa population. Je me trouve maintenant en face du centre Pompidou, donc oui, on aime ou on n'aime pas, il y en a pour tous les goûts. Et je suis plus concrètement à l'angle entre la rue Saint-Martin et la rue Venise, pour vous présenter l'une des plus vieilles fontaines de Paris, avec la fontaine des Innocents, la fontaine Maubuée. On trouve des preuves de la présence de cette fontaine depuis l'année 1392, et elle est aussi mentionnée dans le testament d'un Parisien en 1461. Et puisque je me trouve sur la rue Saint-Martin, j'en profite pour vous montrer ce superbe bas-relief de la deuxième moitié du 19e siècle sur la façade d'un immeuble, et qui représente l'Annonciation, c'est-à-dire l'annonce faite à la Vierge Marie de sa maternité. Je suis maintenant un peu plus à l'est, concrètement dans le 12e arrondissement, pour entrer dans le cimetière de Picpus pour vous raconter une bien curieuse anecdote. C'est ici que se trouve la tombe du marquis de Lafayette, un personnage clé de la Révolution française, mais aussi de la guerre d'indépendance américaine. En fait, on attribue même au marquis de Lafayette la création du drapeau français actuel. Tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Eh bien, figurez-vous que comme personnage clé de la Révolution américaine, c'est un drapeau américain qui flotte sur sa tombe. Ce cimetière est également connu pour avoir reçu 1306 victimes exécutées pendant la terreur révolutionnaire de 1794. En entrant dans l'église, vous pouvez voir sur 2 murs le nom, l'âge et la profession des personnes exécutées entre le 13 juin et le 28 juillet 1794, c'est-à-dire en 1 mois et demi. Et avant de passer sur la rive gauche, je fais un dernier petit détour pour vous parler de l'église Sainte-Marguerite et de cette plaque qui affirme qu'ici repose l'enfant du temple mort en 1795. Alors oui, je parle de Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Bon, malheureusement, une autre plaque nous explique que des études ont démontré que cette affirmation était fausse. Donc après la maison natale de Molière, c'est notre deuxième fake news dans les rues de Paris. Je passe maintenant sur la rive gauche pour vous parler d'un événement capital pour l'histoire mondiale. Je vous ai parlé de Lafayette et du rôle crucial de la France dans le cadre de l'indépendance américaine. My lord, I beseech you. You must order the surrender.
Eh bien, figurez-vous que c'est au 56 de la rue Jacob que le Royaume-Uni a reconnu dans le cadre du traité de Paris l'indépendance américaine en 1783. D'ailleurs, ce tableau sur le traité n'a pas été complété car le représentant britannique avait refusé de poser. Et écoutez ce qui m'est arrivé pendant que j'enregistrais. Monsieur, je peux vous demander ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes qui? Le propriétaire du bâtiment. C'est à vous la rue? T'as envie de prendre mon poste? Donc voilà, j'ai instinctivement coupé la caméra, j'aurais pas dû, mais cette personne m'a insulté et physiquement menacé. Bon, je continue jusqu'au numéro 1 de la rue du Bac où a vécu un certain D'Artagnan, capitaine-lieutenant des mousquetaires de Louis XIV et tué lors de la guerre de Hollande. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur l'histoire des Pays-Bas. J'entre ici dans la rue de Bussy, l'une des rues piétonnes les plus pittoresques de Paris. Concrètement, je suis dans le 6e arrondissement. Et c'est au numéro 12 de cette rue qu'a été fondée en 1732 la première loge maçonnique parisienne, et on trouve un rappel de cette loge Saint-Thomas dans l'étoile flamboyante sculptée sur la façade. Je quitte la rue de Bussy et j'entre maintenant sur la rue Saint-André-des-Arts, où se trouve l'entrée de la cour du commerce Saint-André. Et on trouve dans ce petit passage l'entrée arrière du café Procope, ouvert en 1686, et donc le plus ancien de Paris. Cette cour a été un lieu d'effervescence particulièrement important de la Révolution française, puisque Danton a habité dans ce passage et Marat y avait son imprimerie où il imprimait son célèbre journal, L'Ami du Peuple. D'ailleurs, au temps de la Terreur, un garçon du café Procope a été traduit devant le tribunal révolutionnaire pour avoir vouvoyé l'un de ses clients. Et oui, le vouvoiement avait été interdit. Continuons notre périple jusqu'au quartier latin et je remonte la rue Xavier Privas. C'est dans ce quartier que des restaurants grecs ont commencé à vendre le sandwich kebab. Voilà donc pourquoi on l'appelle aussi le sandwich grec. Les établissements spécialisés dans ce sandwich, que j'avoue apprécier, ont ensuite proliféré dans le quartier, puis sur toute la France. Et j'arrive donc ici sur la rue Saint-Séverin, pour vous parler à nouveau de cette fameuse terreur révolutionnaire. Comme vous le savez, lors du contrôle de la Révolution par le Comité de salut public, le sein des rues avait été supprimé. Par exemple, la rue Saint-Denis était devenue la rue Denis, et la rue Saint-Séverin était devenue la rue Séverin. Et bien au numéro 4 de la rue, on trouve toujours cette appellation révolutionnaire, la rue Séverin. En fait, on retrouve des vestiges de cette fureur antichrétienne dans d'autres rues de Paris, par exemple sur la rue Saint-André-des-Arts, devenue rue André-des-Arts, ou encore la rue Saint-Martin, devenue la rue Martin. D'ailleurs, on trouve même sur le fronton de l'église Saint-Sulpice une référence à la religion mise en place sous Robespierre. Il ne croyait pas à la religion chrétienne, mais croyait à l'existence d'un être suprême. On peut donc lire sur le fronton de l'église « Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme ». Il se prend pour le pape. Je ne parle pas d'un Dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Bon, je reste sur le quartier latin et plus concrètement sur la rue de la Huchette pour vous raconter deux anecdotes. La première, c'est que Napoléon Bonaparte a habité un an le numéro 10 de la rue à l'âge de 25 ans, d'août 1794 à juillet 1795. L'année 1795, malgré Toulon 2 ans plus tôt, a été une année difficile pour le futur empereur. Il habitait une petite chambre au 3e ou au 4e étage, et il fréquentait un petit restaurant qui s'appelait Cuisinier, et qui lui offrait un plat pour quelques sous. Il en profitera même pour écrire un roman, Clisson et Eugénie. Et finalement, le 13 Vendémiaire dont je vous ai parlé catapultera littéralement sa carrière, et il déménagera boulevard des Capucines. Et avant de vous raconter ma deuxième anecdote, vous allez voir apparaître sur ma droite la rue la plus étroite de Paris, la rue du Chat qui pêche. Et c'est dans cette rue de la Huchette pleine de restaurants que Charles Aznavour a vécu enfant car ses parents y tenaient un restaurant, le Caucase. Vous avez reconnu notre belle cathédrale? C'est d'ailleurs devant elle que j'ai commencé ma précédente vidéo sur l'histoire du Paris sombre. Mais si je suis là, c'est pour vous montrer le plus vieil arbre de Paris qui date de l'année 1601. Et ce robinier profite d'une vue panoramique sur Notre-Dame depuis le règne d'Henri IV, c'est-à-dire depuis plus de 400 ans. Je vais maintenant remonter la rue Saint-Julien-le-Pauvre. Vous pouvez d'ailleurs voir sur cette photo son aspect en 1911 et en 1913, pour me diriger vers la rue Galande, que je vais prendre sur ma gauche pour vous montrer la plus vieille sculpture de la ville de Paris. D'ailleurs, cette rue Galande se trouve sur une ancienne voie romaine qui menait vers Lyon, puis Rome. Donc regardez cette superbe enseigne qui représente Saint-Julien l'Hospitalier et qui date du XIVe siècle. On a même retrouvé des documents médiévaux de l'année 1380 qui évoquent, je cite, « la maison où au-dessus est l'enseigne de Saint-Julien ». D'ailleurs, les numéros 29 à 37 de la rue sont des maisons médiévales. Par exemple,
Le pignon de bois au numéro 31 date de 1480. Et vous pouvez trouver à hauteur du numéro 48 un vestige de l'ancienne église Saint-Blaise, construite vers 1200 et détruite en 1770. Vous trouvez près de la rue Galande la rue de Bièvre. François Mitterrand y a vécu au numéro 22 de cette rue, ici à gauche, de 1972 à 1995. Et au numéro 10, on trouve une statue de l'archange Saint-Michel terrassant un dragon, et qui date du XIVe siècle. Elle est un vestige d'un ancien collège, le collège Saint-Michel. Et je me dirige maintenant vers le quai de Montebello pour une autre anecdote sur la Révolution. Est-ce que vous savez ce qu'est un ci-devant? Qu'est-ce donc toutes ces hordes? Venez prêter main forte à la Révolution, sacrebleu! Voilà, sergent! C'est un ci-devant! Il est vêtu comme un croisé, et celui-là a une tenue d'anglais! Un geste, les aristos, vous êtes morts! En fait, ci-devant était un terme péjoratif utilisé par les révolutionnaires pour désigner les anciens aristocrates. Une sorte d'insulte, quoi. Et j'arrive ici à l'hôtel de Nesmond, et on peut lire « Hôtel ci-devant de Nesmond ». Bon, on va maintenant remonter le boulevard Saint-Michel, boulevard qui m'est très cher car j'ai eu l'énorme opportunité d'étudier à la Sorbonne. Et oui, c'est moi sur la photo. Ce boulevard est bien évidemment également connu pour les événements de mai 68. J'en profite pour passer derrière l'Odéon et vous pouvez voir ici à droite des impacts d'obus qui datent de la bataille pour la libération de Paris de 1944. Et alors que j'arrive sur la rue de Vaugirard pour vous montrer ma prochaine curiosité, je tombe par hasard et juste en face du Sénat sur un véritable défilé de la garde républicaine qui est un corps militaire créé en 1802 par Napoléon Bonaparte. Mais j'étais venu ici pour vous montrer le maître révolutionnaire. Et oui, les nouvelles autorités républicaines voulaient uniformiser les mesures et le maître est adopté en 1795. Les autorités ont donc décidé de placer entre 1796 et 1797 ces maîtres un peu partout dans Paris et il ne subsiste aujourd'hui que celui-ci à son emplacement d'origine. Me voici maintenant sur la rue Mouffetard. Et est-ce que vous saviez qu'en 1938, des ouvriers italiens qui travaillaient sur le chantier d'un immeuble au 53 de la rue avaient trouvé un trésor? Le trésor de la rue Mouffetard contenait, alors écoutez ça, 3210 pièces d'or du règne de Louis XV. Ces pièces appartenaient à un certain Louis de Nivelle, décédé en 1757 dans des circonstances obscures. Et sa fille ne mettra jamais la main sur la fortune de son père. Et je profite de ma présence sur cette rue Mouffetard pour vous parler de deux superbes enseignes historiques. D'abord, à la Bonne Source, qui est une enseigne d'un ancien marchand de vin et qui date du XVIIIe siècle. Vous pouvez d'ailleurs voir ici une illustration de l'année 1860. Et alors que je me dirige naïvement vers la deuxième enseigne qui date du XIXe siècle, qu'est-ce que je vois? Elle n'est pas là. Certains habitants avaient d'ailleurs cru à un vol, mais il semble que la pièce est en cours de restauration. Bon, ça fait déjà plus de 6 mois. Et je termine cette visite historique de Paris avec cette curiosité près de la porte de Charenton pour vous montrer cette borne. Elle date de 1726. Elle fixe la limite de Paris et elle nous indique qu'il est interdit de bâtir de cette limite jusqu'au prochain village. Donc voilà, j'espère que cette visite de Paris et ce petit voyage à travers l'histoire de France vous a plu. Pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur X. Il y a les liens sous cette vidéo. On se voit pour la prochaine visite.